Et bonjour, c'est toujours Bourse Live. Merci de nous retrouver pour cette table ronde. On parle toujours d'IA et aujourd'hui, on va parler private equity et IA. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être en train de rebattre les cartes du capital investissement? Mais derrière l'ampleur de la vague, une question demeure. Où se crée la valeur et surtout cette valeur est-elle durable? Car dans le non-coté, tous les investisseurs ne regardent pas les mêmes opportunités. Il y en a qui financent les technologies en amont, d'autres qui accompagnent les entreprises en croissance, d'autres qui sélectionnent les fonds à l'échelle globale et selon l'endroit sur lequel on se place, eh bien, les perspectives comme les risques ne sont pas forcément les mêmes. Dans le même temps, l'IA vient peut-être, sûrement, peut-être, fragiliser une certaine partie des modèles existants, notamment dans le logiciel, on l'a vu récemment, en réduisant certaines barrières à l'entrée et en accélérant la concurrence, d'où un retour à une question fondamentale, comment distinguer, là aussi, les effets de mode des véritables avantages compétitifs. Ça en fait des sujets et pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Joséphine Nordin-Darc, vice-président Growth chez Eurazeo. Bonjour Joséphine. Bonjour Laurent. À ses côtés, Mathieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent, bonjour à tous. À mes côtés, Paul Moreno-Bleuzeville, président et directeur des investissements chez Opale Capital. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Bon, première question un peu pour cadrer le débat, j'ai envie de dire. Peut-être d'ailleurs à Mathieu et Joséphine. Aujourd'hui, quand on parle investissement dans l'IA, dans le côté, on voit assez bien à quoi on fait référence, en tout cas dans cette première vague. On va parler de Nvidia forcément et même sur ce début d'année 2026, on va beaucoup parler de gens ou d'entreprises très techniques qui sont autour du semi-conducteur, du circuit imprimé, des systèmes. Voilà, c'est devenu hyper technique. Même question pour le non-coté. Où sont aujourd'hui, finalement, où elles se situent, ces thématiques IA? J'avais une conférence ce matin avec le spécialiste IA de L'Oréal et il disait, vous savez, chez nous, L'Oréal, l'important, c'est de saisir ce qui commence. Qu'est-ce qui commence côté non-coté? Peut-être, non, Joséphine pour commencer, tiens. Bon, alors déjà, côté non-coté, le non-coté, c'est grand. Ouais. Oui. Donc, il y a tout le private equity, la partie qui investit dans les sociétés plus établies. Moi, je suis en growth equity, donc on investit dans des sociétés qui sont établies mais innovantes. Ouais. Et nous, l'IA, aujourd'hui, c'est au cœur de notre métier. C'est le thème numéro 1 de notre... Tous les dossiers, c'est de l'IA, c'est plus ou moins lié à ça? Aujourd'hui, en tout cas, tous les nouveaux dossiers sont l'IA. Donc, c'est ce qu'on appelle des sociétés AI native. Okay. Donc, ça veut dire qui sont nés de l'IA et qui utilisent et bénéficient de l'IA. Donc, un exemple, c'est Mistral, ouais, dans lequel on est investisseur. Et, enfin, vous connaissez sûrement, mais c'est une société qui aide les grosses entreprises à développer des produits basés sur l'intelligence artificielle. Donc, ils ont Airbus, par exemple, comme client, ils aident les ingénieurs d'Airbus à développer les pièces aéronautiques. Ou les gens chez BNP à automatiser l'onboarding et le KYC. Mais donc, oui, nous, tout ce qui est des sociétés comme Mistral ou des sociétés AI native, c'est au cœur de notre thèse d'investissement. Enfin, on pense que c'est le futur et même chose, on n'est pas les seuls. Ouais, nous, on est beaucoup interrogés par des investisseurs, notamment plutôt jeunes, oui, qui, comme tu disais, voient le cours de Nvidia exploser, se disent on va faire la même chose dans nos côtés, ça va être génial. Là où il y a peut-être une particularité, c'est ce que nous, on essaye d'amener, en fait, quand on explique ce qu'on peut faire ou pas faire, c'est qu'on n'investit pas dans l'IA. En fait, on investit dans des entreprises qui vont, de près ou de loin, être concernées, touchées et vont servir quelque part de socle à cette dynamique qui est quand même assez profonde. Et donc, si on devait donner là quelques clés aux investisseurs qui nous posent la question, c'est exactement ce qu'on répond. Donc, je ne vais pas inventer quelque chose. C'est qu'il y a aujourd'hui 4 grands thèmes qui permettent de se dire, voilà, je touche de près, de loin à l'IA. Il y a la notion d'infrastructure, on appelle ça, c'est un peu la mode, les data centers, la manière de créer de l'infrastructure qui permet d'aller vers l'IA. Ensuite, on a évidemment la brique logicielle, les logiciels dédiés, tu en parlais tout à l'heure, dans lesquels on peut ou pas investir. Là aussi, il faut trouver. La mécanique d'intégration. Donc là aussi, ce sont d'autres entreprises qui vont pouvoir travailler à l'intégration du logiciel dans la dernière brique qui est l'application métier. C'est-à-dire que vos Boursorama ou n'importe quelle entreprise qui veut intégrer et créer de la valeur grâce à l'IA va pas pouvoir se contenter juste d'un logiciel, va devoir l'intégrer en fait dans son processus. Et là, typiquement, on peut trouver dans ces 4 briques-là des opportunités dans lesquelles se retrouver, que ce soit dans le côté ou dans le non-côté du reste. Bon, des acteurs européens, français?
Alors, l'Europe n'est pas en reste, clairement, tu l'as dit. Donc, oui, tout à fait, on est présent. Sur la partie... C'est pas la petite musique qu'on entend, pardon de poser cette question, Mathieu, mais c'est ça aussi. Oui, c'est... Alors, là où peut-être il y aura des différences d'accès à ces 4 briques, c'est que si on prend le cas des infrastructures, c'est la capacité, en fait, à mobiliser des capitaux. Quand vous raisonnez sur de l'infrastructure, on est sur des temps longs de déploiement avec beaucoup d'incertitudes. Donc, c'est plutôt aujourd'hui des capitaux publics, parapublics, voire de grands institutionnels qui vont pouvoir accompagner ce mouvement-là. Le particulier va pas forcément pouvoir trouver son tempo, en tout cas à la hauteur de ses moyens pour aller sur cette première brique-là. Donc ça, peu accessible au final, sur cette partie-là. Peut-être moins accessible, effectivement. Bon. Pas de mal à trouver, pareil, Joséphine, question pour toi, des acteurs français, européens dans cette thématique-là, qui ont pleinement déjà à la fois compris l'importance de l'intelligence artificielle et qui sont en bonne position aussi concurrentielle, parce qu'on s'imagine que justement ça doit être extrêmement disputé. C'est toute notre thèse sur Azeo, en fait. C'est d'identifier les acteurs européens, les entrepreneurs européens, et de les aider à continuer d'innover en Europe avec du capital européen. Bon, là, on part plus sur l'Europe, mais le sujet, c'est que les talents, on les a en France et en Allemagne. Enfin, on est connu pour avoir les meilleurs ingénieurs. La moitié des AI engineers sont européens, mondiaux. Mais les challenges pour l'Europe, c'est l'accès au capital, comme tu disais. Donc, c'est les fonds un peu plus late stage, comme ce qu'on fait, qui ont des gros moyens pour... Précise late stage, justement, pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément la vie d'une entreprise. On peut peut-être redécrire ces différentes phases et les niveaux d'accompagnement. Oui, pardon. Donc, quand on crée une start-up, la première étape, ça va être ce qu'on appelle le seed. Donc, c'est les premières levées de fonds. L'amorçage, pour souvent des sociétés qui n'ont pas encore de revenus, qui sont en train de tester leurs produits. Après, il y a ce qu'on appelle le venture capital, pour des sociétés un peu plus grosses, mais qui ont un début de traction, mais pas forcément... Et un produit un peu affiné, mais pas forcément... Donc déjà un chiffre d'affaires, des revenus. Ça dépend. Maintenant, avec l'IA, tout est transformé. Donc, et ensuite... J'appelle ça, nous, ce qu'on appelle later stage, c'est le growth equity. Donc, ce que je fais, c'est des sociétés qui ont déjà du revenu, qui ont une traction marché, donc certains clients. Et c'est là, c'est sur, pas forcément l'étape seed, mais sur les 2 étapes après, qu'il y a un vrai gap marché en termes de financement en Europe. D'accord, donc là, il manque clairement des capitaux. Mais ce n'est pas les talents qui manquent, donc ce n'est pas les entreprises, parce qu'on a beaucoup d'entreprises européennes qui vont se financer aux US. Qui montre bien que... Il y a des choses à faire. Bon, on y reviendra sur ce problème de capitaux insuffisants. Paul, toi, tu arrives après tout ça, parce que ton métier, c'est de sélectionner des fonds, justement, des fonds dans le non-coté. Est-ce que tu as vu aussi ce changement? Moi, quand j'écoute Joséphine, ça y est, j'entends que l'essentiel des dossiers, si ce n'est la quasi-totalité, parle d'IA. Tu l'as vu arriver aussi de façon très nette dans les fonds? Alors, ça dépend. D'accord. Ça dépend beaucoup. Je dirais que tout le monde en parle. Et pour le coup, tu peux consulter un certain nombre d'études qui regardent quel est l'impact réel de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les entreprises et dans leur productivité. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est ça aussi le nerf de la guerre. En fait, toutes les entreprises te disent qu'elles font de l'IA. Il y en a très peu qui délivrent une valeur qui est mesurable grâce à l'IA. D'accord ? Et en fait, je trouve que, on est quelque part. L'IA, c'est vraiment la 4e révolution technologique. Il y a eu la machine à vapeur, le moteur électrique. L'informatique, et maintenant c'est la 4e. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est si on fait un tout petit peu d'histoire, tu regardes la transition entre le moteur, la machine à vapeur et l'installation électrique, et en fait, ça a pris des décennies avant que ça crée de la productivité. Mais on dit que ça va beaucoup plus vite maintenant. Alors on en parle beaucoup, mais je pense que ça n'a pas encore exprimé ses fruits. Alors je t'ai coupé, pourquoi ça a pris plus de temps qu'on ne le pensait? Faisons un tout petit peu d'histoire, ça a duré 1 minute. Mais on est au 19e siècle, et en fait, les usines fonctionnent avec donc, des machines à vapeur qui sont installées au centre de l'usine, et avec en fait, il y a des systèmes de transmission la transmission de la vapeur, de l'énergie. L'usine est centrée sur, la machine est centrée sur ça. On remplace les machines à vapeur par des moteurs électriques, et en fait, on se rend compte que ça apporte aucun gain de productivité. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, l'usine n'avait pas été repensée. Et en fait, c'est quand l'usine est repensée et que justement on prend des moteurs individuels et qu'on les met dans chacune des machines, qu'on peut réorganiser l'usine. Et là, pour le coup, la productivité double 20 ans ou 30 ans après le début des machines. Donc tu veux dire que toute l'infrastructure, finalement, n'est pas encore prête forcément à tirer parti de voir le potentiel. On est en train de voir que ça peut changer complètement les choses.
Mais on ne voit pas encore aujourd'hui, à part effectivement dans les Anthropic, les OpenAI qui créent des milliards de chiffres d'affaires, aujourd'hui on ne voit pas encore la valeur de cette révolution. Mais on va la voir pendant les 50 prochaines années. Voilà. Je te réponds comme ça, non, qui est vraiment un point de vue très macro. Ouais. Mais donc aujourd'hui, nous, ça veut dire que quelqu'un comme Opal qui cherche un bon couple rendement-risque. Ouais. Nous, sur quoi on se focalise? On se focalise exactement, pour reprendre les termes de Mathieu, sur la partie infra. Parce qu'en fait, ça, c'est une méthode, c'est quelque chose qu'on sait faire. Et en fait, il faut juste beaucoup de capitaux pour construire des data centers, apporter l'électricité, apporter l'eau. C'est assez facile à concevoir, mais en fait, ça dépend de beaucoup de capitaux. Et en fait, ça, c'est assez facile à apporter. Et la dernière étape de la chaîne, c'est aussi dans les entreprises, en fait, justement, commencer à voir quels sont les usages qui, eux, apportent de la valeur et quelles sont les entreprises qui sont les plus à même d'en bénéficier dans les premières étapes. Dans 40 ans, je te dirais, tout aura été transformé. Donc, en fait, la question, c'est une question de timing. Dis 40 ans, j'aurais pu penser 20, tu vois, par exemple. Il y a des économistes qui disent que ça va durer plutôt une cinquantaine d'années minimum. D'accord. Joséphine, c'est la même vision sur toi et cette question aussi derrière de... vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein, est-ce que la valeur, la création de valeur se déplace ou pour le moment, c'est encore trop tôt pour le dire finalement? Alors, je suis d'accord sur le fait que la valeur va mettre du temps à émerger. Je pense que ça, c'est quand on réfléchit peut-être sur l'économie globale. Oui. Je pense que pour les gens qui savent utiliser les outils, la valeur, elle est déjà claire. Enfin, c'est Arthur Mensch, le CEO de Mistral, qui disait que ses développeurs étaient deux fois plus efficaces. Moi, avec L'Oréal, j'avais des chiffres ce matin, c'était dingo. Hein, 50% de réduction sur certains trucs, 4 fois plus d'innovation. Enfin, c'était Mais c'est pour les gens qui savent les utiliser, je pense. Ouais. Et là où tu as raison, c'est qu'en fait, les gens qui ne savent pas bien les utiliser, je pense qu'il peut y avoir limite une baisse de productivité avant que cette courbe remonte. Ouais. Et puis, il y aura forcément du tâtonnement. On n'est pas sûr de trouver la bonne recette tout de suite. Non, mais en fait, il y a eu une société américaine qui a annoncé il y a 2 ans, qu'elle réduisait 700 emplois au customer service parce qu'ils remplaçaient par des agents. Oui. 1 an et demi après, ils ont fait machine arrière en se disant, en fait, ça réduit quand même la qualité de service. Donc, il y aura forcément du tâtonnement, il y aura forcément des tentatives. Et en fait, il faut explorer, il faut réfléchir différemment, se rendre compte peut-être qu'il faut revenir en arrière. En fait, je pense que c'est un phénomène, un tâtonnement, une exploration d'une nouvelle façon de fonctionner qui est nécessaire. Et en fait, c'est parce qu'on sera passé par là qu'on aura les gains de productivité. Ouais. Après, effectivement, il y a ceux qui ont très bien compris ce que c'est l'IA, qui peuvent l'utiliser correctement. Mais aujourd'hui, c'est assez peu répandu. Assez peu répandu. Complètement. Ah ouais, tu partages d'accord, mais c'est intéressant comme point. Le cas d'usage, il y a une vraie cassure en fait entre la puissance de calcul que permettent les data centers, la technologie, le logiciel, et le cas d'usage. Nous, on le voit en particulier sur le terrain de jeu qui est le nôtre, qui est la PME un peu partout en région, où bien souvent la problématique de stratégie et de développement moyen-long terme est portée par une femme, un homme clé ou une petite équipe qui n'est pas encore acculturée en fait à ces outils. Donc on a des utilisations assez sporadiques des outils. Ils prennent un petit abondement Claude par ici, un petit ChatGPT par là, mais il n'est pas instruit dans les procédures, dans le process de l'entreprise. En tout cas, c'est très valable pour la PME, quelque chose qui va permettre d'aller vers ces gains. Donc je pense que les 40 ans, c'est pas du tout réaliste, même si on pourrait se dire que ça va aller beaucoup plus que ça. Est-ce que vous avez quand même, parce que Joséphine, on a déjà moi j'aimerais bien quelques exemples. Si vous en avez déjà, alors à part, effectivement, c'est pas du jeu, c'est pas du jeu Mistral, mais d'exemples de sociétés, petites ou grandes, qui sont déjà pour vous, par leur positionnement, des IA natives. Est-ce que tu en as une, Mathieu? Alors nous, on n'est pas aujourd'hui les meilleurs acteurs pour se positionner sur ces... Vous accompagnez quand même les entreprises innovantes. On est plutôt sur l'entreprise innovante, mais pas forcément sur de la tech, historiquement. Donc on n'a pas... nous, on le voit plutôt dans le cas du JA, sur nos PME. Je prends un cas très concret, après je laisse la parole à mes amis, mais sur de l'intégration verticale. Ça, c'est une vraie thèse d'investissement qui peut nous amener en fait à venir au capital ou au quasi-capital d'une entreprise. Donc l'intégration verticale, tu veux dire comment l'IA s'intègre dans les process pour les améliorer? Je suis fabricant d'un bien, par exemple, où je produis un service.
Aujourd'hui, j'utilise en fait toute une série de distributeurs pour mettre mon bien ou mon service à la disposition d'une clientèle, par exemple. Je peux avoir envie demain d'intégrer en fait une capacité à distribuer pour avoir front-to-end en fait l'ensemble de la chaîne. Là, pour le coup, l'IA fait beaucoup de sens parce que le choc de culture, le choc opérationnel, le choc des équipes et de la pratique, l'IA va permettre de fluidifier aussi beaucoup ces aspects-là. Donc ça, c'est un cas qu'on peut être amené à rencontrer concrètement. De l'IA native. Alors, une entreprise IA native déjà pour toi, hormis Mistral. Nous, hormis Mistral, on en regarde pas mal. On en regarde pas mal en ce moment. Je vais peut-être pas vous citer de nom parce que je vais donner notre pipeline. Mais Le secteur. le secteur. Par exemple, dans la logistique. Oui. Il y a plusieurs entreprises qui se créent. D'accord. En fait, le nouveau sujet, là, je vais peut-être vous perdre un peu, mais c'est l'agentique. Donc, c'est reproduire les tâches humaines avec de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est carrément la vague d'après, en fait. C'est-à-dire qu'on a une IA qui va être, si j'ai bien compris ce que c'était que l'IA agentique, spécialisée dans une fonction, en fait. Exactement. Et on va pouvoir, comme ça, les démultiplier pour chaque fonction un peu importante de son entreprise. Exactement. Donc, par exemple, dans la logistique, ce serait recevoir le colis, être capable de le stocker, ensuite aller le récupérer, pouvoir l'envoyer, etc. Avec des IA très spécialisées. Et ça, oui, ça, c'est des sociétés qui sont IA natives. Et ça, c'est a priori, tous ces thèmes, c'est le futur. En tout cas, nous, c'est notre thèse. Bon, on va revenir sur le futur et notamment ce que ça peut impliquer aussi pour l'investisseur individuel. Mais je vais nous ramener dans le présent, voire même dans le passé très récent. Pas au 19e siècle. Pas au 19e siècle, même si j'ai beaucoup aimé le parallèle. Et le petit morceau d'histoire. Non, on a fait cette interview, Paul, notamment sur ce qui s'est passé sur le crédit privé. Tout à fait. Puisqu'à un moment, il y a eu effectivement cette inquiétude, justement quand le nouveau modèle d'Anthropic est sorti, extrêmement performant, capable de coder extrêmement bien. Je me souviens, il y a quelques années, on disait il faut mettre tous nos mots au code parce que sinon ils ne sauront rien faire. Et puis aujourd'hui, on nous dit que ça ne sert à rien. Et donc, il y a eu un arbitrage extrêmement rapide en bourse, dans le côté, sur les valeurs de l'édition de logiciels, en se disant, voilà, ça se trouve, tout ce qu'on valorisait à un certain prix vaut beaucoup moins. Et dans le même temps, il y a eu la répercussion quasi immédiate dans le non-coté sur le crédit privé. Alors, on ne va pas revenir sur ce sujet, vous regarderez le replay si vous le voulez, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est finalement, vous tous, là, dans les choses que vous soutenez déjà, est-ce qu'il n'y a pas des entreprises, on reparle forcément de ce risque de disruption avec des choses qui étaient valorisées à un certain point, avec un certain modèle de développement qui peut se retrouver comme ça, caduque, presque du jour au lendemain. Ou est-ce qu'on en fait trop? Pardon, la question est longue. Alors, je pense qu'on en a fait trop, justement. Je pense que l'énorme crainte sur le fait que le logiciel était un secteur sinistré. Ça y est, c'était fini. Je pense qu'on en a fait beaucoup trop. D'ailleurs, en fait, c'est super pour les gens qui investissent parce que ça fournit des super points d'entrée. Des points d'entrée. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est, en fait, si on raisonne non pas secteur, mais fonctionnalité, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est l'IA, qu'est-ce que ça commoditise et qu'est-ce que ça ne commoditise pas. Oh là là, ça c'est du jargon, ça. Qu'est-ce que ça rend accessible? C'est un peu de l'anglais, pardon. L'IA, qu'est-ce qui fait que ça fait quelque chose et que tout d'un coup c'est ultra accessible? Et finalement, qu'est-ce que ça ne résout pas comme problème? Et donc, si on commence par le premier, c'est qu'est-ce que ça rend accessible? Tu l'as dit, le code devient quelque chose qui est assez facile à générer sur le papier. Après, en fait, un code qui se tient bien, c'est un code qui a une architecture complète, qui fonctionne bien avec des boucles de rétroaction. Et ça, pour le coup, en fait, créer des lignes de code devient très facile, mais l'architecture continue à faire partie de choses qui sont assez complexes et qu'une IA fait de mieux en mieux, mais qu'elle ne fait pas encore totalement parfaitement. Donc en fait, même ça, ce n'est pas encore complètement, je vais reprendre mon terme, commoditisé. Aujourd'hui, en fait, ce qui est facile de faire dans une entreprise, c'est créer des tas d'applications. D'accord ? Et du jour au lendemain, tu peux faire une application. Moi, j'ai des tas de copains qui ont fait ça sur un week-end et qui ont fait une application pour aller vérifier le coût de l'essence. La vérité, c'est qu'une application, elle doit aussi durer dans le temps. Et qu'en fait, la maintenance d'une application, c'est quelque chose que l'IA aujourd'hui ne sait pas encore totalement bien faire. Donc ça, finalement, c'est tu l'as dit, créer de la ligne de code, c'est facile, mais il faut encore un humain pour l'architecturer. Ça, c'est... je rentre un peu dans le détail, mais en tout cas, ça, c'est la partie que ça ne résout pas. Et ce que ça ne résout surtout pas, c'est le fait que tu peux avoir 10 000 applications, mais si tu n'en as aucune qui est utilisée, en fait, tu t'es juste fait plaisir.
Donc en fait, la question, c'est aussi, et ça vient, je reviens sur le point initial de Mathieu, c'est l'intégration, l'usage. En fait, ça, c'est des vraies barrières à l'entrée. Et en fait, c'est là où des entreprises de software qui se sont fait massacrer en bourse sont en train de revenir, parce qu'on se rend compte qu'en fait, ils sont très implantés dans une entreprise. L'entreprise en a besoin pour fonctionner et ne peut pas se décider à débrancher ça du jour au lendemain. Ça ne fonctionne pas. Et donc, en fait, c'est là où tu as une vraie barrière à l'entrée et justement qui peut utiliser l'IA. Et en fait, nous, c'est ça qu'on voit dans les entreprises qu'on a en portefeuille. C'est que les entreprises qui ont une vraie barrière à l'entrée utilisent l'IA pour améliorer leurs services et augmentent donc la barrière à l'entrée pour les remplacer. Alors ça, le mot est lâché, Joséphine, parce que je sais, il faut le dire, on en a beaucoup parlé pendant l'entretien de préparation, les barrières à l'entrée. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, une société construit son savoir-faire sur du code propriétaire, sur tout un tas de choses qu'elle développe. Et on a le sentiment que jusqu'à présent, un certain nombre d'entre elles étaient bien protégées grâce à ça, et que ça pourrait quand même un peu changer parce que l'IA peut faire péter un certain nombre de barrières à l'entrée. Bon, déjà, je ne pense pas qu'il s'agit de se protéger de l'IA, c'est plutôt utiliser l'IA, mais se protéger des concurrents, enfin des géants des LLM, donc des Anthropic, des modèles Claude, ChatGPT, etc., qui pourraient aller vers ces business. Je pense que c'est ça, en fait, la peur des gens qui décodent le software, c'est de se dire pourquoi est-ce que Claude, ChatGPT, Gemini ne pourraient pas faire exactement ce que je fais là. On a tous un abonnement en cloud d'une licence informatique et autres, qu'on paye parfois un certain prix. On se dit, bah oui, effectivement, si demain, une machine peut le faire aussi bien ou avec un taux de dégradation minime, pourquoi payer aussi cher ? Et c'est aussi la question posée du côté désinflationniste, voire même déflationniste de l'IA, ce qui, pour les valorisations des boîtes, n'est pas super bon. Oui, après, du coup, nous, on a focalisé notre thèse. Bon, c'était déjà un peu ça, mais je pense que pour répondre à ta question sur la défensibilité, le premier, c'est la verticalisation. Donc, c'est en fait les softwares qui ont une vraie expertise métier qui ne peut pas forcément être remplacée. Donc, un bon exemple de ça, c'est Doctolib. Oui. Ça fait 10 ans qu'ils aident les médecins, qu'ils développent des outils pour les médecins. Du jour au lendemain, Anthropic ne va pas réussir à servir les médecins de la même manière que Doctolib le fait aujourd'hui. Clairement. Un deuxième axe pour nous, c'est les données propriétaires. Les données sont de plus en plus précieuses. Oui. Un bon exemple, c'est Ecovadis, qui fait de la notation de durabilité. Donc, par exemple, ils ont LVMH comme client, ils notent tous leurs fournisseurs sur des indices de durabilité, et après, ils récupèrent cette donnée, ils entraînent leur modèle, et c'est devenu un standard dans l'industrie. Donc, verticalisation, base de données, et la troisième, c'est le hardware, donc tout ce qui est IA physique. D'accord. Parce qu'il faut construire les robots, il faut avoir le logiciel qui marche au-dessus, il faut les déployer chez le client. Et ça fait qu'ensuite, remplacer un robot qui est physique, c'est quand même plus difficile que de remplacer un logiciel du jour au lendemain. Et nous, on a une société dans laquelle on a investi il y a un peu moins d'1 an là, qui s'appelle Dexory, qui sont des petits robots d'automatisation des entrepôts, justement, et montés par des anciens ingénieurs de Formule 1, qui marchent très bien. Et ça, on pense que ce genre de business ne pourra pas être disrupté du jour au lendemain. Tu regardes, toi, Mathieu, maintenant aussi, quand tu analyses finalement le profil d'une société, à cette, un petit peu à cette... Alors, je ne vais pas parler de menace, mais effectivement à cette nouvelle réalité qu'est l'IA. Ouais, de toute façon, là, on est en train de parler des investisseurs. Donc, l'idée, c'est de leur donner des clés pour comprendre. Donc, l'absence de risque, clairement, ce n'est pas nous ici qui allons dire qu'il y a une absence de risque. C'est votre métier, le fait que je rejoins Paul, ça a été un petit peu surjoué, par exemple, sur la dette. Moi, je vais vous dire ce que j'explique à un investisseur pour expliquer ce qui se passe en ce moment. Je ne vais pas aller en 1900, mais je vais faire aussi mon vieux schnock. Dans les années 90, quand on achetait un logiciel, on allait à la Fnac, je ne sais pas si je vais le dire, bref, et on achetait son petit Windows 95 et on le payait one shot, et puis on installait son logiciel et tout se passait bien, on était content. C'est il y a un super bon parallèle pour comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce qui s'est passé dans l'industrie musicale. Où quand on est passé du disque physique en fait à la notion de streaming qu'on connaît aujourd'hui, etc.,
tous les grands de l'industrie disent oh là là, ça y est, c'est la catastrophe. C'est la fin du CD, on va plus vendre nos CD. Les musiciens, enfin, etc., vont plus vivre de leur métier. Ça va être une véritable catastrophe. On est en train de vivre à peu près la même chose sur la notion de logiciel. Dans les années 90, on allait chez Darty pour changer, acheter son logiciel. C'est toujours le même groupe. Ah mince. Bon, allez, je me rattraperai une prochaine fois. Et on allait acheter son logiciel. Ensuite est arrivé ce qu'on appelle dans les années 2000 le modèle SaaS, qui a été le modèle roi. C'est-à-dire qu'on n'achetait plus un CD qu'on allait installer dans son ordinateur. On achetait un abonnement, ce qu'on a tous aujourd'hui. Et donc, et le fond plat qu'on vit aujourd'hui autour du monde du logiciel, notamment sur la partie IA, est exactement empreint de cette mécanique-là. Là où il y a une énorme différence avec l'IA, c'est que, pour revenir sur mes cas d'usage, et c'est là où toute la force de l'IA est présente, c'est que les cas d'usage ont été, parce que si je m'arrêtais là, je dis ah oui mince, ça va être compliqué, mais les cas d'usage ont été démultipliés. En fait, quasiment à l'infini, et reporté en fait auprès de l'utilisateur pour lui donner cette possibilité de démultiplier sa capacité à faire des choses. Donc c'est juste formidable. Donc ce fond plat-là, enfin en tout cas c'est notre conviction, et plus une espèce de temporisation. On change de domaine, il faut qu'on l'appréhende et qu'on prenne conscience qu'on est en train de changer de modèle pour que derrière ça reparte très fortement. Donc après, il faut choisir les bons chevals, etc. Mais moi, c'est comme ça qu'on essaye de l'expliquer, en tout cas, pour donner quelques clés. Je vais peut-être compléter la vision en revenant aussi sur la chaîne totale de valeur, parce que là, on s'est focalisé beaucoup sur les dernières étapes de la chaîne de valeur, donc le logiciel, l'intégration. Mais en fait, si on regarde la partie infra, il y a énormément de goulets d'étranglement là-dessus aussi. Et d'un point de vue investisseur, c'est une considération assez intéressante. Quand tu parles infra, là aussi, qu'on soit clair, on parle réseau énergétique, j'imagine. Alors, l'énergie, l'eau, le terrain constructible. C'est aussi bête que ça, mais en fait, si tu n'as pas de terrain, tu n'as pas de data center. Les voisins aussi, parfois, parce que, je veux dire, l'environnement réglementaire, si je le mets de façon un petit peu plus... Et puis, si tu vas un peu en amont, c'est aussi les matériaux, les terres rares, les cuivres, en fait, tout ça, c'est une ressource qui est aujourd'hui rare, suffisamment rare pour que ce soit un goulet d'étranglement. Et aujourd'hui, on parlait du fait que l'abonnement cloud coûte un peu d'argent, mais en fait, pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est un abonnement qui est sous-pricé. Aujourd'hui, Claude perd de l'argent sur les abonnements parce qu'en fait, ça lui coûte plus cher en énergie, en utilisation de puces et tout ça. Consommation de ressources par rapport à ce qu'il facture. Et en fait, ça va forcément se rattraper. Alors, soit il va y avoir de plus en plus de productivité et on va réussir à faire baisser le coût de ces ressources et à trouver des solutions à ces contraintes en énergie. Soit on va rattraper par des abonnements qui vont coûter de plus en plus cher. Et là, effectivement, le coût de remplacement, en fait, il va être de plus en plus élevé. Donc là, en fait, tu te dis aussi qu'on est dans une étape transitoire d'adoption massive sur une utilisation qui est faite pas au coût réel et qui va forcément se rattraper par un ajustement par là ou là. C'est passé sur les fournisseurs d'accès Internet où à un moment, un acteur, pour ne pas le nommer, a cassé les coûts, sauf qu'il partait d'une base qui était déjà beaucoup plus rentable, mais où finalement, c'est pareil, le prix des abonnements a baissé, puis remonté à la suite une fois que le marché s'était stabilisé. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est encore plus vrai ce que tu dis que, c'est-à-dire déjà, les entreprises, etc., perdent de l'argent sur cloud, mais en plus, les sociétés qui sont aujourd'hui en train d'acheter ces abonnements cloud à un prix réduit par rapport à leur vraie valeur, elles surdépensent par rapport à leur budget. C'est-à-dire que c'est le gros sujet en ce moment, c'est toutes les sociétés, n'importe quelle taille, qui ont déjà dépensé en 5 mois, là, de janvier à mai, tout leur budget de token de l'année. Et c'est pour ça aussi que le vertical, tout ce qui est verticalisé a encore plus de sens, parce que verticaliser veut aussi dire entraîner les données sur un dataset qui est moins grand, et donc potentiellement qui consomme moins. Donc en fait, maintenant, il y a aussi... cible mieux ce dont on a besoin. Cible mieux. Et donc maintenant, il y a aussi un peu ce sujet, et c'est là que c'est intéressant ce que tu dis sur l'infra, c'est-à-dire que nous, au départ, je pense que les gens utilisaient ces outils, mais sans se poser trop de questions. Découverte. Et maintenant qu'ils se rendent compte que ça leur coûte trop cher, ils commencent à se poser la question des ressources, et donc là, on remonte en fait la chaîne de valeur, et cette partie prend de plus en plus d'importance. C'est moins mes sujets, mais... Pour prendre ensuite la suite de ce que tu es en train de dire, aujourd'hui, l'attention se focalise sur les éditeurs les modèles, donc les laboratoires de modèles. Mais en fait, eux, alors évidemment, ils ont beaucoup de succès en ce moment, ça marche très bien en bourse, mais c'est probablement le plus difficile à tenir. Il n'y a pas trop de barrières à l'entrée là-dessus. Bon, il y a beaucoup de capitaux à déployer, mais c'est ça. Il faut se rappeler quand même ce qui s'est passé avec DeepSeek l'année dernière.
où on s'est rendu compte qu'on était capable de faire des modèles beaucoup plus... presque aussi bien, pour justement beaucoup à la plus Mistral, économe, beaucoup plus frugal. beaucoup plus concentré sur Oui. une utilisation, Oui. qui était nettement moins gourmand en capacité de calcul, en énergie, en temps d'entraînement, etc. Et qui fait que, en fait, tu n'as peut-être pas besoin de dépenser autant de fortune pour avoir quelque chose qui est utile Ça, pour c'est ton entreprise. super intéressant, Paul. Est-ce que c'est pas aussi un risque finalement que dans ce business de développement où effectivement on est parti sur un modèle qui est très dépensier en termes de ressources, en termes d'argent, n'arrive pas un acteur qui soit capable de faire presque aussi bien pour beaucoup moins et qui, là aussi, change complètement les perspectives de valorisation? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et en fait, effectivement, c'est assez paradoxal. On parle d'IA, on se concentre beaucoup sur les modèles. Oui. Et en fait, toujours avec le modèle très utile de Mathieu, infra, modèle, logiciel et intégration, en fait, la partie la plus visible, c'est peut-être la plus fragile. C'est hyper intéressant. Mais vous ne croyez pas que je veux absolument vous focaliser sur les risques, mais est-ce qu'on a beaucoup parlé des éditeurs logiciels, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres secteurs, Joséphine, aujourd'hui, que tu regardes avec un œil un peu plus prudent qu'avant? Sur les modèles, tu dis, là, est-ce que ça tient encore dans 5-10 ans? Ou, Il y en a plein. Ouais, allez, quelques-uns. Non, mais il y en a beaucoup. C'est vrai que tout ce qui est... Moi, je peux te faire un parallèle avec le côté, pardon. Ouais. Typiquement, un groupe comme Téléperformance, qui est dans les centres d'appel, à chaque fois qu'ils ont fait une annonce sur des groupes qui arrivent à réduire leur nombre de ça, c'est un très bon exemple. d'appelants. Alors là, vous me tendez une perche. Ouais. Tu me tends une perche. On a investi un des premiers deals de notre dernier fonds, là. C'est une société qui s'appelle Cognigi, qui fait de l'automatisation de call center. Donc, par exemple, Lufthansa faisait passer 80% de tous leurs appels sur Cognigi. Et ils se sont fait racheter par Nice, qui fait exactement ça. Vous connaissez peut-être? Non, ça me dit rien. Bref, très bonne success story pour nous. Et justement, ce sont des sociétés comme ça, des softwares comme ça, Nice qui était à l'époque innovant il y a 20 ans, qui ont du mal à innover et qui donc rachètent des sociétés plus innovantes. Mais donc j'ai envie de dire, en fait on peut en citer plein des exemples de sociétés qui sont à la masse niveau IA. Ce qui est intéressant pour nous, c'est l'opportunité du coup, si ces sociétés ont des poches profondes, de derrière racheter potentiellement des technologies plus innovantes pour rester compétitifs dans le marché. Okay. Même si notre objectif c'est de faire grossir nos sociétés, bien sûr. Bien sûr, ouais. Et après, là, je veux vous ramener sur cette question parce que je la trouve importante au-delà du débat qu'on a aujourd'hui sur l'Europe, sur la souveraineté européenne. Est-ce que, quand j'entends déficit de capital ou autre, on n'est pas déjà un peu largué, Mathieu? Pardon de le dire comme ça. Ouais, alors moi j'essaie d'être... Soyons pas défaitistes. Oui, voilà, moi je vais plutôt être positif. Je pense que je te rejoins complètement sur le fait qu'on a les talents. Il faut qu'on mette en œuvre en fait moi j'entends trop de financement à un moment dans le parcours des boîtes quand même. Oui, tout à fait. Mais on a des leviers forts. Ouais. On a des leviers énormes. Alors quels sont-ils? Aujourd'hui, vous avez pas ou voire très très peu de capitaux privés de monsieur et madame tout le monde qui sont adressés à l'endroit de ce type d'enjeux. Au niveau de la France et au niveau de l'Europe plus largement. Donc nous, on est assez convaincus que demain, de permettre au tout un chacun, et sans forcément aller mobiliser des sommes trop conséquentes, de pouvoir, dans son allocation patrimoniale, mettre une petite brique d'industrie autour de l'IA, peut-être avec des truchements fiscaux, des avantages pour les investisseurs, etc. Je n'ai pas la réponse là, mais ça pourrait aussi aider parce que voilà, le risque il est quand même là. Il y a quand même des mécaniques de rupture qui vont très très vite. Ce n'est pas extrêmement évident de faire des millésimes qui vont tous se ressembler et multiplier par 4 la mise. Enfin, ça, ce n'est pas la vraie vie de l'investissement, quoi. Donc, mais du coup, d'aider, en fait, d'accompagner. On est, si je prends le cas de la France, on est, je crois, derrière l'Espagne, les plus grands épargnants. On consacre 17% de notre salaire disponible à l'épargne. Moi, ça et me plus semble sur pas le un livret gros A et mot. le fonds en euros. Voilà, beaucoup sur de la dette d'État via le truchement des fonds euros. Donc, est-ce que ça, il n'y a pas peut-être une marche à aller chercher ça, nous, on n'a pas la réponse, mais ça peut être un levier très, très fort, assez massif. Paul, sur l'Europe, largué ou pas? Alors, le verre à moitié vide, allez, on est en retard. Bon. Et effectivement, quand tu regardes le nombre de data centers, en fait, il y a les US qui sont là, et puis la France, on est nulle part. Ça, c'est le côté verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est que justement, là où est allé l'argent aux États-Unis, en fait, c'est essentiellement à deux endroits.
les data centers et les modèles. D'accord ? Ce que tu nous expliquais il y a quelques minutes. Et en fait, les data centers, ça peut être disrupté. Il y a des modèles, alors ça faisait très science-fiction il y a encore. Et les data centers dans l'espace. Ah, donc là tu vas me parler de SpaceX. Non, mais ça peut faire partie de quelque chose qui fait que tout ça devient obsolète. Et on a mobilisé des capitaux incroyables alors pour quelque chose où en fait il y a une meilleure solution et en fait on va passer à autre chose. Okay. Donc en fait il peut y avoir beaucoup, dans toutes ces courses au CAPEX qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'erreurs qui vont être faites. Oui, donc tu penses qu'il y a de l'argent un peu gaspillé peut-être. Alors il y a forcément de la. En arrivant en deuxième intention, en deuxième vague, tu peux éviter de faire des erreurs coûteuses. Exactement. En fait, l'Europe peut vraiment avoir une stratégie de repositionnement. Ouais, d'accord. Super intelligent. Je laisse passer la première vague et après du coup je me concentre vers là où c'est vraiment pertinent. Et pour le coup, je rejoins Joséphine, on a les talents. Je rejoins Mathieu, on a les capitaux. Les chiffres pour l'Europe, c'est 12 000 milliards d'euros d'épargne bancaire. Oui. Qui peut être remobilisé vers justement de l'innovation, vers de l'infrastructure. Donc en fait, on peut décider de ne plus être en retard, mais je pense que c'est une stratégie assez intelligente de ne pas être allé sur la première vague. Je pense que c'est assez contre-intuitif parce qu'effectivement, il y a beaucoup de défaitisme, il y a beaucoup de European bashing en ce moment. Oui. On est peut-être, malgré nous, dans une stratégie très intelligente. À condition de ne pas louper le deuxième virage. Exactement. Non, pour rajouter aussi, il y a un truc où vraiment l'Europe a un super avantage, c'est qu'on a un grand tissu de corporate, donc d'industriels en fait. C'est-à-dire qu'on a des Airbus, des Dassault Systèmes, des Siemens, des Stellantis, etc. Et donc pour toute la prochaine vague qui arrive, qui est l'IA physique, c'est important d'avoir ces industriels parce que les startups les ont comme clients, ce sont les clients des startups, et ça veut dire qu'il y a accès aussi à des talents industriels. Quand tu dis IA physique, c'est comment tout ça va notamment peut-être s'incarner au cœur d'une industrie, d'une entreprise. Exactement, c'est ça, de l'aéronautique, c'est là où il y a une marge de manœuvre énorme. De l'énergie, c'est là où il y a... Exactement. Et un bon exemple pour ça, vous connaissez Yann Lequin, oui, bien sûr. Fondateur d'Amilabs, qui était l'ancien Meta. L'ancien chef de l'IA de Meta, qui est prix Turing, je crois. Je ne sais plus, ça fait sans doute. Turing. Lui a décidé de monter sa boîte qui s'appelle Amilabs, donc sa boîte d'intelligence artificielle physique, en Europe, parce qu'il dit que c'est très important d'être aux côtés des industriels. Bon. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle l'Europe était en retard à l'origine, c'est pas qu'on n'a pas les bons produits, parce que les US n'ont pas des meilleurs produits, c'est d'abord le déficit de capacité d'investissement. Voilà. Merci. Et ensuite aussi l'inertie côté corporate. Et c'est-à-dire que les Américains sont beaucoup plus, comme on dit, risk-loving en anglais. En fait, ils aiment prendre des risques, ils sont aptes au changement, alors qu'en Europe, moins. Et alors qu'en fait, ces industriels sont les clients de nos startups innovantes. Donc on a besoin d'avoir de l'innovation, du dynamisme, de l'adaptabilité là-dedans. Bon. Et tu vois, par rapport à ce point, je suis d'accord. Mais aussi, les Américains ont été parmi les premiers à utiliser l'IA à outrance de l'entreprise, avec 95% d'usages qui ne menaient à rien. Ouais. C'est ça. C'est ce qu'on disait, on consomme nos tokens parce qu'on teste et puis on ne sait pas vraiment ce qu'on recherche. Mais c'est pour ça que, je rebondis, mais c'est encore là que notre valeur qu'on a de la valeur, nous, en tant qu'investisseurs européens, c'est de créer ce réseau entre les corporates et les startups pour qu'elles proposent des produits qui ont une vraie valeur pour les corporates et pas qu'elles soient là en train de développer des technologies qui vont devenir obsolètes parce qu'elles n'ont pas de valeur. Donc on met plus de temps, mais je pense que le jour où on réussit à rentrer... Imbriquer tout ça. Exactement, et à rentrer dans cet effet de réseau très puissant, ça donnera quelque chose de... Je pense qu'on peut passer outre la bulle, éviter le gaspillage d'argent, mais après il faut quand même s'y mettre. C'est ça. Exactement. Question, on a un débat qui est assez macro finalement et c'est important pour comprendre là où le non-coté va venir se positionner et comment tout ça est en train d'évoluer à la fois dans les secteurs de l'industrie et aussi au niveau européen. Mais j'aimerais qu'on termine peut-être sur une dernière partie beaucoup plus concrète, beaucoup plus liée à ce que pourrait se poser un investisseur individuel, chacun avec vos regards complémentaires parce que justement vous n'êtes pas
au même niveau. On va peut-être commencer avec toi, Mathieu. Tu l'as dit déjà un petit peu, mais ça va être intéressant de le rappeler. Quand je suis investisseur individuel, je vais peut-être m'intéresser au non-coté, je vais chercher des solutions pour investir. J'ai forcément entendu parler de l'IA. J'ai envie pour à la fois peut-être soutenir dans cet élan de souveraineté le tissu économique, mais j'ai aussi envie quand même d'avoir un petit peu de rendement. Quelles sont les bonnes questions que je dois me poser. Et puis, je vous la poserai à toute cette question. Comment aussi, parce que tu as commencé par ça, tout le monde fait de l'IA aujourd'hui. Donc, j'imagine que toi, tous tes dossiers arrivent, c'est de l'IA. Les fonds qu'on va présenter aux investisseurs, tout va être de l'IA, tout va être magnifique et tout va être super. Oui, je vais répondre en partie pris. C'est peut-être là où on ne va pas forcément se rejoindre. Non, mais c'est bien. Partie. Ouais. Mais je vais répondre par rapport à ce que nous sommes, nous, Vatel Capital. Rappelle rapidement pour les gens qui ne connaissent pas Vatel Capital, effectivement. Nous, on est un fonds d'investissement, donc là, on se rejoint complètement. Mais on déploie des capitaux plutôt dans des entreprises assez traditionnelles, finalement, donc dans le monde industriel, un peu partout en France, dans le monde de la santé, sur du matériel médical, dans les énergies nouvelles, ça peut rejoindre un petit peu le côté infrastructure, voire même l'activité de tourisme, c'est des choses qu'on maîtrise bien. Aujourd'hui, moi, ce que je dirais à un investisseur, mais ça n'est pas un conseil en investissement, c'est de ne pas investir dans des boîtes qui gravitent autour de l'IA ou qui créent l'IA. C'est plutôt dans ceux qui en feront l'usage demain et qui ont instruit dans leur mécanique de production et le fait de délivrer leurs biens, leurs services, l'IA, parce qu'ils vont avoir des gains de productivité énormes. Donc, c'est plutôt vers là que nous, mais c'est notre sensibilité, qu'on irait investir. Plutôt que d'aller... donc là, les deux choses à regarder, c'est les boîtes qui sont déjà assises quand même sur un métier qui a une certaine, un avantage compétitif durable, comme on dit dans l'économie, qui sont peu disruptives dans leur métier, donc souvent avec des métiers de pointe, des activités un peu niches, où l'IA ne va pas venir remplacer 80% non plus de la substantifique moelle du produit qu'ils développent, mais qui ont instruit quand même dans leur mécanique, dans leur fameux processus que j'ai évoqué tout à l'heure, le fait d'utiliser la puissance de l'IA pour décupler leur capacité à produire. Moi, c'est plutôt là que je mettrai mes deniers pour demain, si je raisonne investissement pour un particulier. Même question pour Joséphine, et je me souviens de quelque chose que tu m'avais dit au moment où on préparait cet entretien qui m'avait beaucoup marqué. Tu m'as dit, moi, je fais super attention, et ça, c'est vraiment un élément que toi, tu peux mesurer, à la qualité de la donnée. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais tout commence par cette matière première, c'est-à-dire que l'entreprise peut s'appuyer sur une donnée, sur des bases de données qui sont propres, qui sont bien rangées, si je puis dire, et avec lesquelles elle pourra construire quelque chose de solide. Exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la défensibilité de la donnée. Oui, c'est ça. Les données propriétaires. Enfin, de toute façon, l'IA ne peut pas fonctionner sans une donnée de qualité, parce que c'est, comme on dit en anglais, garbage in, garbage out. Si tu mets de la poubelle dans... Au début, ça sortira de la poubelle aussi. Mais je dirais que les choses et je rejoins un peu ce que tu dis, c'est pour revenir peut-être à ta question de... Oui, dans ton approche à toi, ouais. Dans mon approche, déjà, je trouve que c'est très dur d'être investisseur aujourd'hui. Okay. Le marché change en permanence. Enfin, on n'a pas... faut qu'on ait aussi l'humilité, nous, de dire qu'on se pose en permanence des questions. Donc la stratégie qu'on a trouvée, c'est d'être le plus proche possible du marché, d'être en veille permanente et d'essayer de comprendre ce qui change. Je pense que, donc, en plus des 3 trucs que je vous ai dit de défensibilité, il y a les équipes. C'est-à-dire qu'on fait de plus en plus attention à l'équipe dans laquelle on investit, à avoir des entrepreneurs peut-être plus techniques, mais aussi des entrepreneurs qui savent s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'aujourd'hui, les talents IA, ils sont rares, ils sont très demandés. Donc quelqu'un qui est capable de recruter les meilleurs talents IA, ça envoie quand même un bon signal sur le marché. Et on se dit quand même que ça vient aussi un peu du haut, c'est-à-dire que si le PDG n'est pas convaincu ou pas familier avec le sujet, ça va être plus difficile de le faire infuser dans l'entreprise. Ouais. Et c'est tout le... ça revient aussi sur ce que vous disiez avant, ce que tu disais avant sur les barrières à l'entrée. Oui. En fait, tu n'as pas de barrière à l'entrée, mais la notoriété est une barrière à l'entrée. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que toutes les startups aujourd'hui veulent lever un maximum d'argent le plus rapidement possible. C'est pour aller avoir beaucoup de clients, avoir ce qu'on appelle un first mover advantage, donc d'être les premiers sur le marché, et derrière d'acquérir cette notoriété et ce gage de qualité qui fait qu'aujourd'hui, si une société veut aller s'équiper en LLM en Europe, elle va prendre Mistral et elle ne va pas prendre la nouvelle technologie lambda qui vient d'arriver. Oui.
Il y a d'autres paramètres comme ça qui sont importants pour toi? Je dirais qu'en plus des 3 que j'ai dit, équipe et notoriété, c'est vraiment... et après, ça c'est plus nous en tant que fonds, mais nous en tant qu'investisseurs, avoir l'humilité de se dire qu'on ne sait pas tout, qu'on va essayer d'identifier les meilleurs entrepreneurs, qu'on va s'entourer des meilleurs experts en IA. C'est ce qu'on fait beaucoup parce qu'il y a des gens qui s'y connaissent mieux que nous, forcément, sur chaque verticale. Et qu'il faut aussi savoir de temps en temps attendre. C'est-à-dire que toute la couche applicative de l'IA, on ne sait pas encore exactement où elle va aller. Donc on a intérêt à ne pas se précipiter trop vite. C'est exactement comme ce que tu disais sur ce qu'a fait l'Europe, sans forcément le vouloir. Et attendre un peu, voir, plutôt que de foncer les yeux fermés. Donc s'entourer d'experts, backer les bons entrepreneurs et les aider comme on peut. Notamment, pardon, je reviens sur ça, mais là on apporte beaucoup de valeur, je trouve, en tant qu'investisseur, c'est en mettant en commun tout ce qui est best practice IA. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui innovent, mais qui ont tendance à innover en silo. Et donc, c'est comment on réfléchit ensemble. Ah toi, ce que tu fais très bien, c'est ça. Et toi, tu as automatisé ça sur ça. Pour nous, en tant qu'investisseurs, qui avons un peu le temps et le recul. Et capable de prendre le meilleur des deux systèmes et d'essayer de... Exactement. Bon. Toi, ta position, Paul, qui arrive encore une fois un petit peu au-dessus de tout ça, qui va sélectionner les fonds. Qu'est-ce qui va être pour toi un élément déterminant dans la façon de faire? J'imagine que tu dois retrouver à ton niveau un petit peu les éléments qu'a décrit Joséphine. Oui, exactement. Alors je te dirais, en fait, moi, si je devais décrire mon approche, nous on est des sélectionneurs de fonds. Et, on sélectionne sur 2 niveaux. C'est les stratégies et les verticales dans lesquelles ils investissent et effectivement les équipes. L'équipe d'investisseurs qui va déployer l'argent qu'on leur confie. C'est le même travail que nous, en fait. Mais, un niveau au-dessus. Au-dessous. Ou en dessous. En tout cas, un niveau à côté. À côté. Et donc, tu vois, je reviens sur ma métaphore, ma comparaison des transitions entre sur la machine à vapeur et le moteur électrique. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, il y a des gens qui se disent on va réorganiser l'entreprise autour des machines, des moteurs électriques. Voilà, exactement. En fait, c'est des gens qui sont natifs de cette technologie et qui commencent à réfléchir avec cette technologie. Pour eux, c'est une évidence. Pour eux, c'est une évidence. Et donc, en fait, nous, on regarde cette nouvelle révolution industrielle comme un choc positif de marché. Alors, c'est positif, mais c'est un choc. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on va faire en sorte que nos investissements se portent le mieux possible? Il faut très bien sélectionner les secteurs dans lesquels on va aller et comprendre qu'est-ce qu'on peut en faire. Tu ne vas pas faire la même chose dans le secteur de la découverte de médicaments que dans le secteur de l'accompagnement d'entreprises industrielles. Donc il faut être assez expert dans ce que tu vas en faire. Et donc nous, on aime bien les équipes qui sont spécialisées sur un métier et qui en plus les accompagnent depuis longtemps. Et donc en fait, ils vont être très spécialistes d'un métier. Ou alors, on va beaucoup aimer les équipes qui sont très spécialistes de l'IA. Parce qu'en fait, l'IA, on en parle depuis ChatGPT en 2022, mais en fait, la preuve, la technologie sous-jacente... Ça remonte à beaucoup plus. Exactement. Beaucoup plus longtemps. En fait, la technologie sous-jacente, c'est des réseaux neuronaux, et en fait, c'est depuis, grosso modo, 2012, qu'on a fait la preuve que les réseaux neuronaux fonctionnaient. Avant, c'était un peu une thèse qui n'avait aucune valeur, en tout cas vue comme telle. On pressentait que c'était intéressant. De 2012 à 2022... tu as beaucoup de choses qui se passent en sous-jacent, et en fait, tu as des gens qui baignent là-dedans depuis 2012. Certaines grandes entreprises étaient sur le sujet dès 2010. Exactement. Et donc, en fait, ceux-là, ils vont être capables d'être natifs de cette technologie, alors que d'autres la découvrent. Et donc, nous, on aime bien assembler des équipes qui sont experts sectoriels et experts de la problématique de l'IA. Et en fait, c'est quand tu combines ça peut être très puissant. Et donc, nous, on aime bien les fonds d'investissement qui peuvent nous démontrer que dans leur approche, ils ont à la fois compris depuis pas mal de temps que l'IA allait être quelque chose de très puissant et qui sont experts métiers. Alors, ça veut dire que c'est soit des très grosses plateformes, des très grands noms, parmi les top 5 des capitalisations boursières en private equity, mais aussi des équipes très spécialisées, très resserrées, une poignée. Des experts dans leur domaine. Des experts. Petite question finale en guise de pirouette. Et vous, messieurs, dames, l'IA dans votre métier, vous l'utilisez ? Tout le temps. Tout le temps ? Tout le temps. Tu peux nous dire comment ? En fait, si je te fais pas trahir le secret industriel. Alors moi, en fait, je vais dire, c'est la façon dont j'utilise l'IA, c'est en 2 étapes.
Première étape dans laquelle j'utilise l'IA, c'est pour multiplier les idées. En fait, ça, c'est là où c'est très, très puissant. Tu poses ta problématique à l'IA et toi, tu te dis, moi, instinctivement, j'aurais 3 options. J'irai vers là, ouais. Tu demandes à ton IA, donne-moi les 50 options qui sont réalistes. Et deuxième étape, c'est tu dis à l'IA, bon, maintenant, aide-moi à appliquer en fonction de critères très précis une note à chacune de ces 50 options. Ouais. Et en fait, moi, ça me permet d'avoir beaucoup plus d'idées et de beaucoup plus pertinent quand je vais fermer. Ouais. Et en fait, ça, j'applique ça à absolument tout. Donc, l'analyse macroéconomique, la détermination des bons critères d'investissement, l'identification des équipes qui sont bonnes dans ces équipes-là, l'analyse du track record aussi. C'est quelque chose qui est beaucoup plus facile aujourd'hui que c'était encore il y a 18 mois. Mais en fait, c'est vraiment comme ça que j'utilise. C'est vraiment ces 2 étapes. Et je trouve que c'est là où on obtient vraiment toute la puissance de l'IA en tant que technologie. Et après, pour revenir sur les données, il faut aussi que ce soit basé sur des données qui soient très bien organisées, très complètes, le plus complètes possible. Et en fait, il y a vraiment un travail de l'entreprise au quotidien d'alimenter et de structurer ces données dans un réceptacle central. Bon, même question pour Joséphine. L'IA dans ton travail? Ouais, j'utilise beaucoup. Ouais. Tu peux nous dire comment ou pas Oui, je peux vous dire. Je pense que en fait, la beauté de l'IA, c'est qu'on peut l'utiliser pour les tâches qui sont... En fait, on peut se concentrer sur là où on a de la valeur et sur ce qu'on aime faire. Ouais. En fait, ce qu'on aime faire, c'est souvent là où on a de la valeur. Donc, je pense que ça ressortira d'ailleurs, sans spoiler ce que vont être ces bourses live, c'est déjà un peu le message qui ressort. En fait. C'est vrai? Ouais. C'est intéressant. Et donc, moi, par exemple, dans le cadre du métier d'investisseur, on reçoit très souvent des sociétés qui nous envoient, je sais pas, des banques qui nous envoient des decks de sociétés où il faut qu'on comprenne assez rapidement ce qu'elles font, pour faire un avis, comment elles fonctionnent, etc. Avant, quand j'étais analyste, je faisais ça, ça me prenait peut-être 6 heures de Google Search pour bien regarder, comprendre le produit, l'équipe, les chiffres, les concurrences, faire une petite note d'investissement en fait. Et maintenant, j'ai un agent Claude que j'ai entraîné qui fait ça en deep search, donc en 20 minutes. Si besoin, je peux même le faire en 1 minute sinon. Et après, moi, là où j'apporte de la valeur, c'est dans mon œil critique d'investisseur pour me poser ensuite les bonnes questions. Mais toute cette phase en amont de recherche desktop... Hyper simplifié, hyper plus rapide. Ouais. On termine avec toi, Mathieu? Oui, alors moi, je vais passer pour le vieux, là, mais je suis un peu à l'envers. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup rédiger moi-même avec mes mots et laisser quelque part le... Construis ta pensée comme ça, en fait. Je pensais comme ça et c'est un truc qui me va bien. Et par contre, l'IA, c'est un système de réassurance pour moi. C'est-à-dire que je vais repackager, en fait, tout ce que j'ai pu poser sur un papier. Notamment, en ce moment, je suis en train de rédiger un article qui n'est pas du tout sur l'IA. Mais voilà, j'ai toutes mes idées que je mets un peu en vrac et là, l'IA va me permettre de, conforter mes positions, peut-être m'aider à structurer un petit peu la chose. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise. Et 2, c'est sur l'aspect, tout ce qui va tourner autour du réglementaire. Oui. Quand on est sur une société de gestion, il y a beaucoup de réglementaires. Donc parfois, on peut avoir le sentiment de perdre un petit peu de temps sur des choses qui peuvent être assez facilement automatisables si tant est qu'on a bien rédigé son prompt et que voilà, on a, comme tu disais, une bonne donnée qui ressort beaucoup plus propre. Donc sur les aspects aussi de gain de temps sur la partie réglementaire, c'est des choses qui peuvent m'aider. Voilà. Après, je pense qu'on est un peu tous au début, quoi. Donc peut-être si on revient dans 1 an, il y aura d'autres cas d'usage, mais voilà, c'est plus comme ça. Bon, ben voilà, c'était le mot de la fin pour cette webconférence. Il y a peut-être un dernier conseil. Vas-y, bien sûr. Quand tu disais justement où est-ce qu'il faut investir, etc. Ouais. Je pense qu'un conseil aussi, c'est quand on ne connaît pas très bien, il vaut mieux passer par des gens qui connaissent très bien le métier. C'est-à-dire que, par exemple, nous, en tant qu'investisseurs, on passe beaucoup de temps en fait, à regarder le marché. On a une équipe de 30 personnes qui sont dédiées à la tech, dont c'est le quotidien, qui se sont entourés justement de ce réseau d'experts en IA. Donc, on propose par exemple des offres particulières. Ouais. Donc, je pense que c'est un bon conseil que de dire entourez-vous d'experts, de gens qui font ça au quotidien, plutôt que d'investir en direct, en tout cas pour l'instant, en attendant que le marché se stabilise. Et moi, je retiens aussi ton conseil, ne pas se précipiter. Je vais me permettre de... Allez. Non, c'est très bien. Le petit instant pub Euraseo. En fait, je pense qu'il faut se méfier de l'effet d'annonce, de la Le FOMO, le fear of missing out. Exactement. Il ne faut pas se laisser avoir par ça. Et effectivement, nous, chez Opal, en fait, c'est vraiment l'approche qu'on a.
on pense qu'il faut être très spécialiste. Nous, dans la sélection de fonds, les gérants dans l'investissement eux-mêmes. La sélection d'entreprise. Voilà. En fait, c'est quand même un métier dans lequel on peut perdre beaucoup d'argent si on se laisse avoir par les tendances. C'est des mauvais choix. Et que, moi, je pense aujourd'hui qu'il y a une bulle autour de l'IA. D'accord. Tu nous balances le pavé dans la mare. Je pense qu'il y a en une bulle. finale, En fait, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être très utile, mais en fait, c'est juste, en fait, il y a la bulle initiale de beaucoup d'argent dépensé là-dessus qui va se tasser, et après, on va avoir, comme pour Internet, c'est à la bulle des années 90, et puis après, hop, tu as les vrais usages qui apparaissent. Ça va être la même chose pour ici. Bon, voilà, ne vous laissez pas avoir par les effets d'annonce. Ne vous laissez pas avoir par les effets d'annonce. Ce sera la conclusion de cette table ronde passionnante sur l'IA dans le non-coté, le private equity. Merci à vous trois pour ce débat passionnant. Merci beaucoup, Laurent. Et ce débat est fini, mais en tout cas, Bourse au Live continue. Vous nous retrouvez très bientôt pour une prochaine webconférence. Merci beaucoup.